D'accord. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième module de formation dans ce cycle communication et marketing digital, deuxième session d'un programme proposé et offert par Up Brussels à une communauté d'entrepreneurs, de start-upers, de PME bruxelloises, dans le contexte que l'on connaît tous, qui est celui de la crise sanitaire Covid, qui a affecté inévitablement tous nos business et qui oblige sans doute à repenser parfois la stratégie, à pivoter le cas échéant, mais en tout cas à relancer une dynamique commerciale, de communication et de commerce. Et donc ça, c'est vraiment l'ambition de Up que je partage. Moi-même, mon nom est Miguel Ventersbilk, je suis le fondateur de Crossover Innovation, c'est une petite structure d'accompagnement d'entreprises, de start-up, de PME, et je fais ça avec beaucoup de plaisir. Donc l'ambition de Up, c'est de donner aux participants des outils, des clés ou de l'enthousiasme pour rebooster leur business, leur proposition à leurs clients. Voilà, je vais vous proposer ici 2 heures de formation sur le marketing digital. On fera une petite pause plus ou moins à l'heure de formation pour permettre à chacun d'aller boire un verre d'eau. Et puis, on essaiera de terminer vers 20 heures. Je crois que j'aurai un gros quart d'heure de temps de questions-réponses à la fin de la session. On n'est pas tellement nombreux non plus, donc on peut aussi, si vous voulez, lever la main pour prendre la parole ou utiliser le chat pour apporter une information ou poser une question, c'est le bienvenu. Sinon, en tout cas, vers 19h40, on passe à un mode beaucoup plus interactif. Bien, alors je vais commencer. Et d'abord, la première chose que je veux vérifier, c'est est-ce que mes slides, quand je suis en mode plein écran, voilà, ok. Là, vous avez vu la dia changer, hein, je pense. Oui, ok, c'est confirmé du chef, parfait. Donc voilà, je me présente juste comme formateur, mais je viens de le dire. Je fais de l'accompagnement de PME à Bruxelles depuis une quinzaine d'années, plutôt comme généraliste, mais j'ai toujours été très attiré par les sujets marketing et communication, et puis l'alignement business et IT. Et c'est un petit peu ça qui m'a mis dans ces programmes d'aide et d'accompagnement des entreprises bruxelloises. Par ailleurs, je suis aussi freelance dans une entreprise de communication qui s'appelle VO Communication. On fait surtout de la communication citoyenne, de la sensibilisation des citoyens sur différents thèmes. Voilà mon profil. Alors, ce petit slide-ci, il voudrait juste remettre cette formation en marketing digital dans son contexte, en ce sens que, je vais rétrécir ceci, voilà, en ce sens que on se situe bien dans un contexte entrepreneurial, évidemment. On peut faire de la communication digitale pour des tas d'autres choses, à des fins culturelles ou à des fins sociales ou caritatives, mais ici, on est bien dans un contexte entrepreneurial, et donc, je veux resituer cette formation sur cette trajectoire de l'entrepreneur, alors qu'on lance un nouveau business ou un nouveau produit ou un nouveau service dans un business existant, on part quand même toujours par une phase 1 qui est une phase d'idéation, de production d'idées. Et nous aimons bien travailler avec les techniques du design thinking qui permettent de dire quels sont les besoins auxquels on veut répondre et presque de les visualiser, de les dessiner, de faire des schémas, des flèches, des raccords entre des problèmes, des solutions, des bénéfices. Ça, c'est la première phase d'idéation de tout projet. Ensuite, on rentre dans une définition un petit peu plus précise d'un business model. Donc, le business model, c'est le plan d'affaires, c'est la manière dont on arrive à démontrer qu'on est capable de produire de la valeur, de capter de la valeur et de la délivrer à des clients, et qu'on en fait quand même une activité rentable parce que c'est une entreprise et qu'elle doit être pérenne, et finalement aussi nourrir ses investisseurs ou ses dirigeants ou ses créateurs. Donc le schéma ici, c'est le schéma du business model Canvas, on l'a vu la fois dernière, avec la value proposition au centre, et on s'occupe surtout dans cette formation communication et marketing digital du cadran supérieur droit, la relation entre vos segments de clients tout à droite, les canaux de distribution que vous utilisez entre vous et vos clients, distribution physique ou numérique d'ailleurs, online, et puis surtout la relation dont on va beaucoup parler aujourd'hui, évidemment.
Une fois que le business model Canvas est maîtrisé, qu'il est réfléchi, il faut l'actualiser de temps en temps, mais il y a une phase de validation qui est toujours importante. Il y a un outil qu'on utilisera d'ailleurs dans les sessions de coaching qui s'appelle le Pimento Map. C'est la carte de vos degrés de maturité, de préparation, de compétences par rapport à différents enjeux de tout projet d'entreprise, notamment un enjeu de marché, un enjeu d'équipe, un enjeu de finance et un enjeu de compétences. Et à travers un jeu de questions-réponses, on arrive à avoir une belle cartographie des domaines dans lesquels on a une très grande maîtrise et des domaines dans lesquels on est encore en recherche de renforts, de compétences, d'aide ou de partenariat. Donc, très bel outil, très visuel pour voir où vous en êtes dans la maîtrise de votre plan d'entreprise. Et après, il y a l'exécution, évidemment. Et quand on s'adresse à des startups comme vous, on approche évidemment l'exécution d'une manière tout à fait lean, puisqu'à partir des idées, on va construire des processus, des opérations. On va sans doute coder pour tout ce qui est digital, tout ce qui va être délivré à travers des canaux digitaux. On va mesurer les résultats, on va en retirer des datas. On ne va jamais cesser d'apprendre des datas et des résultats qu'on obtient pour relancer un cycle d'amélioration continue. Voilà, je voulais resituer ça. Un petit flashback de ce qu'on a fait le mardi 20. Donc là, on a abordé la communication d'une manière générale pour une entreprise, évidemment, à partir de sa proposition de valeur, à partir de sa marque, de son identité visuelle, de la connaissance qu'elle a de ses clients, de la segmentation qu'elle fait de ses clients, du feedback qu'elle reçoit de leur part, quel est le positionnement qu'elle souhaite prendre et comment elle souhaite distribuer ses services, ses produits. En fonction de tous ces choix-là, quel diagnostic elle peut faire de son marketing actuel, de sa communication actuelle, et décider du mix marketing idéal par rapport à ses enjeux et ses objectifs, arriver à définir les objectifs qu'elle assigne à la communication dans son business, et puis arriver à construire un plan de communication, souvent une stratégie de 3 ans, un plan de communication d'1 an, et des campagnes parfois plus courtes. Ça, c'est ce qu'on a fait mardi passé. Alors, aujourd'hui, on aborde plutôt le versant numérique de la communication. Il n'y a pas de surprise, hein. Aujourd'hui, une grande partie de votre stratégie de marketing doit être digitale, puisque c'est là que vous allez rencontrer vos prospects, vos clients, particuliers ou entreprises, qui eux aussi sont essentiellement connectés. Alors, un petit peu de définition de concept. La communication numérique, c'est quoi? Finalement, c'est une partie, une branche des sciences de l'information, récente évidemment, puisqu'elle est relative à l'utilisation des canaux, des médias numériques, le web d'une manière générale, les médias sociaux, les terminaux mobiles, c'est un exemple, dans un contexte où les médias convergent de plus en plus et les frontières sont de plus en plus mouvantes entre des médias traditionnels et puis leur nouvelle version digitale ou numérique. On écoute aujourd'hui la radio en podcast, on revoit des vidéos en vidéo on demand, etc. Évidemment, un des outils qu'on va utiliser dans cette formation et dans votre stratégie de marketing digital, ce sont les médias sociaux, mais qui de plus en plus ne sont pas dans un silo, sont interconnectés. On va utiliser les datas qui viennent d'un côté pour pousser des contenus ou des messages de l'autre. Mais en tout cas, les médias sociaux sont un outil que vous pourrez utiliser énormément et souvent à moindre coût dans votre communication marketing. Tenir compte aussi de la mobilité, pas seulement la mobilité des devices, des supports, puisque aujourd'hui on consomme Internet de plus en plus sur nos téléphones mobiles, sur nos smartphones, mais aussi la mobilité dans le sens où la numérisation des datas permet aussi de géolocaliser et donc d'avoir des informations complémentaires sur où est mon client, quand et qu'est-ce qu'il recherche. Et puis, je le disais là tantôt, la communication numérique, elle s'est drôlement démocratisée. Et donc, même une petite entreprise, même un indépendant peut avoir une vraie activité de marketing digital très localisée et qui est à sa portée en termes de budget et de plus en plus en termes de compétences et d'outils. Mais pour ça, il faut avoir une bonne compréhension des enjeux et c'est tout l'objectif de cette formation.
Pourquoi? Parce que le monde a radicalement changé sur les 20 dernières années. On avait avant, en communication ou en marketing, quand on voulait faire de la publicité, qu'on était une entreprise, on avait tout l'univers offline et on pouvait en print imprimer des toutes boîtes, des affiches. Et en communication audiovisuelle, on avait les radios, la télé, voire même le cinéma. Et puis tout l'affichage outdoor, out of home. Ça, c'était les médias classiques dans l'univers offline. Et puis est apparue cette jeune pousse qui est Internet dans la fin des années 1990, créant un nouveau split entre le online et le offline. Mais ce split, il a aussi généré des nouvelles possibilités de communication. Au début, c'était relativement sommaire, hein, c'était du mailing ou de l'emailing quand on avait des adresses email et des bases de données, et c'était du display, du bannering. Vous pouviez acheter des espaces pour que votre bannière apparaisse sur les sites de tiers, mais ça a changé quand même progressivement pas mal la manière dont une entreprise peut communiquer online. Donc un nouveau vocabulaire est apparu aussi, puisque maintenant on mesure un certain nombre d'indices de performance de vos communications digitales qui sont notamment le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre de conversions, le nombre de clics through rate, etc. Et une nouvelle manière, une nouvelle culture est arrivée avec de nouvelles possibilités techniques. Au début, Internet était surtout un outil, et donc on a une approche tactique, mais de plus en plus, c'est devenu un univers vis-à-vis duquel il faut une approche stratégique, puisque entre le online et le offline, voilà, en online, de nouvelles possibilités de communication et de marketing sont apparues. Tout ce qui est bien sûr display, affichage digital, sur tout type de support d'ailleurs, tout ce qui est affichage mobile, tout ce qui est le marketing des moteurs de recherche, la présence sur les médias sociaux, et alors cette science de la programmatique qui va permettre de programmer les messages que vous voulez voir apparaître sur quel type de support, vers quel type d'audience. Et ça devient très, très, très précis, on va le voir dans un instant. Alors, j'ai envie de dire en introduction que le minimum olympique de la présence en ligne de toutes entreprises aujourd'hui devrait être, minimum des minimums, un site web sécurisé et fonctionnel, qui doit être performant, on est d'accord, qui doit être responsive, c'est-à-dire qui doit s'adapter à une lecture sur desktop ou sur smartphone, et qui doit être riche de contenu et actualisé. Ça, c'est le numéro 1 des numéros 1. Deuxième chose, une activation et une actualisation de Google My Business. C'est vraiment un outil. Alors, on sait très bien que Google est une grande entreprise qui a besoin de nos data pour son propre business, mais en attendant, elle offre, et ici, c'est des possibilités qui sont gratuites, elle vous offre la possibilité d'apparaître directement sur le moteur de recherche Google, en haut à droite de toute recherche, avec des tas d'informations qui vous concernent, comment on communique avec vous, quels sont vos horaires d'ouverture, quelle est votre adresse quand vous êtes présent ou pas. Bref, c'est une possibilité dont on aurait tort de se passer quand on fait, et qui est très locale en fait, hein, puisque c'est quand on se balade dans les rues de Bruxelles qu'on va pouvoir tomber sur vous et savoir comment on peut s'adresser à vous pour bénéficier de vos produits et services. Et enfin, troisième minimum olympique, c'est une présence adaptée sur les réseaux sociaux. On verra bien que selon le business, ce ne sera pas nécessairement la même pour les uns et les autres. Alors, on va faire le petit check habituel, hein, puisque mardi, on s'était amusé à suivre deux entreprises qui sont le Brussels Beer Project et les Vélo Cowboys. Donc, j'ai fait le check, j'ai été voir, est-ce que Beer Project a bien un site internet qui répond à toutes ces conditions de performance, de contenu, de modernité? Eh bien oui, ça va de soi, il est sécurisé, on voit le petit cadenas. Ils ont pris un nom de domaine en BE, mais ça correspond bien à leur identité et à leur, comment, à leur nature. Donc, check pour Beer Project. Non, attends, parce que je suis en même temps en formation en ligne, et lui, je vais le mettre. Et Ilani, est-ce que tu peux couper ton micro? Attends. Merci. Même check pour le Vélo Cowboy. Voilà,
un tout autre univers sur le plan esthétique, évidemment. Ils ont une toute autre approche, un tout autre positionnement, mais ils mettent en évidence sur leur site la simplicité de leur ligne, le design et un slogan très clair et très précis, Take the Streets. Ils sont en .com, ce qui veut dire que leur domaine francophone et belge, ils le mettent en préfixe, parce que c'est une entreprise qui a une ambition de distribution sur toute l'Europe, et donc ça a parfaitement du sens dans leur cas. On continue le check. Est-ce que Brussels Beer Project a optimalisé son Google My Business? Ben oui, quand on fait une recherche sur Brussels Beer Project, on voit qu'ils ont mis à jour, il y a 3 jours, leurs horaires, leur présence, on sait les trouver, on sait voir leurs photos, on peut les contacter. Et donc, vous voyez, c'est quand même un outil qui est relativement précieux et rapide et pratique pour les consommateurs. Du côté de Cowboy, même check, eh bien là, on voit qu'ils n'utilisent pas Google My Business. Et je veux dire que ce n'est pas étonnant parce qu'ils ont une toute autre approche. C'est un acteur qui vend des vélos partout en Europe, comme je le disais. Et donc, finalement, ils préfèrent utiliser cet espace pour y avoir leurs propres annonces de vente en ligne et aller directement vers leurs outils de vente en ligne. De nouveau, c'est cohérent parce que c'est 2 business différents. Le premier est local volontairement et l'autre est surtout global. Sur les réseaux sociaux, on est ici sur la page Facebook de Brussels Beer Project et on voit qu'ils sont, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est une entreprise qui a réussi à se constituer une communauté de plus ou moins 36 000 personnes qui les suivent sur Facebook. C'est quand même puissant en termes de médias gagnés par simplement le travail qu'ils ont fait pour recruter cette communauté. Et on voit qu'ils l'utilisent pour diffuser des expériences, montrer des nouveaux produits et créer des interactions avec leurs consommateurs. Ils sont aussi sur LinkedIn, mais avec un tout autre objectif, puisqu'ils vont l'utiliser plus en tant qu'employeur pour poster notamment ici une annonce, est-ce que vous êtes le prochain ninja digital? Et c'est normal, il faut utiliser les réseaux sociaux pour leur vocation principale et en relation avec les gens qui s'y trouvent, évidemment. Cowboy est présent sur Facebook, mais vous voyez, leur petite chatbox Hi Miguel s'ouvre dès que j'ai été sur leur page et font de leur Facebook un outil de vente en ligne comme tous les autres, comme leur website et comme d'autres canaux. Approche différente, mais cohérente par rapport à leur stratégie. Ils sont sur LinkedIn, avec de nouveau une image très pure, mais quand on voit les infos qu'ils utilisent, ben ils parlent surtout de leur financement et de leur levée de fonds, parce que ce n'est pas nécessairement sur LinkedIn qu'ils vont vendre des vélos, mais c'est sur LinkedIn qu'ils vont trouver des partenaires et des stakeholders, voire des shareholders. Alors, ici, je voulais simplifier. Évidemment, vous avez déjà tous votre propre expérience de création de site web. Et je ne dis pas que ceci est la vérité universelle, mais je trouve que ce slide résumait bien les différents types d'objectifs quand on dit être présent sur le web. Premier niveau, c'est un niveau vraiment de présence qui nécessite que vous ayez au minimum une landing page, c'est-à-dire une page verticale le plus souvent où on va naviguer pour trouver les informations clés qui concernent votre offre. Vous pouvez le faire comment? Bon, il y a tous les cas de figure sont possibles, évidemment, et vous pouvez développer from scratch avec un freelancer ou avec une boîte, mais il y a aussi des outils qui, quelque part, vous facilitent la vie ou sont moins coûteux. J'ai repris ceci avec WordPress et Drupal principalement en open source. Par contre, il y a aussi la possibilité d'être dans un mode location. Et là, il y a des gens comme Leadpage, Instapage, Unbounce, par exemple. Deuxième niveau, bâtir un site web actif qui est un site vitrine, plusieurs pages, et vous retrouvez un peu les mêmes acteurs ou d'autres. Je crois que ce slide est français, donc ce n'est pas nécessairement la réalité du marché belge, mais c'est juste pour situer le type d'acteurs qui peuvent venir vous soutenir dans votre création d'un site. Et si vous avez besoin, si dans votre stratégie, vous voulez vendre en ligne au sens d'un site marchand, eh bien, vous avez besoin d'un site e-commerce. Là, de nouveau, il y a PrestaShop et Magento qui sont peut-être les plus connus, où vous avez des solutions en service comme Lightspeed, Squarespace ou Shopify, par exemple.
on fera le tour peut-être tantôt de vos expériences avec les uns ou avec les autres, ou comment vous avez fait vous-même pour construire votre présence en ligne via un website. Évidemment, ce website, il faut le mettre en place, il faut l'animer, et il faut aussi en suivre les performances. Et là, de nouveau, il y a un outil simple qui s'appelle Google Analytics, où à partir de votre URL, vous allez pouvoir mesurer en temps réel ou sur une période donnée quelles ont été les performances de votre site, quelle audience vous avez eue, quels étaient les comportements des internautes, leur taux de rebond, leur durée de présence, le nombre de pages vues, etc. C'est des choses qu'il faut bien évidemment très régulièrement observer quand on fait du marketing digital, puisque c'est un premier niveau d'indicateur. Vous verrez qu'il y en a d'autres beaucoup plus complexes et agrégés. Alors, quand on parle des médias sociaux, de nouveau, ici j'en présente, il y en a des centaines, hein. J'en présente quelques-uns sur cette dia, juste pour dire que il n'y a pas un mix médias sociaux universel, ce sera vraiment en fonction de votre activité et de votre stratégie. Si vous êtes un créateur de bijoux artisan, vous allez peut-être avoir plus besoin d'être sur Instagram et sur Pinterest pour partager des images, des photos de vos créations. Si vous êtes par contre dans le food ou un food truck, j'en sais rien par exemple, c'est votre actualité qui va être importante, c'est où vous êtes, c'est vos images, et vous serez sur Facebook. Si vous fournissez des services B2B très pointus, si vous êtes cabinet d'avocats, c'est peut-être votre page LinkedIn qui sera plus importante qu'autre chose. Donc vous voyez, ça fait partie de la stratégie de décider sur quel type de médias sociaux vous souhaitez être présent et communiquer. Et on verra les chiffres dans un instant. Mais oui, voilà, je voulais quand même vous livrer ça. C'est en quelques slides et très très vite. Quels sont depuis en janvier 2020, donc c'est l'enquête We Are Socially Outsuite, qui permet, c'est une enquête mondiale, mais qui permet de voir les comportements dans les différents pays par rapport aux médias sociaux. Et qu'est-ce qu'on voit? 7,5 millions de Belges sont sur les réseaux sociaux. Quand on sait qu'on prend la population dans son ensemble, en ce compris les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées, etc., ça veut dire qu'on a un taux énorme de présence des Belges sur les réseaux sociaux. Quels sont les comportements? Eh bien, 1h36 par jour en moyenne sur les médias sociaux pour s'informer, se divertir, communiquer, mais aussi pour recevoir des messages et potentiellement les vôtres. Classement des réseaux sociaux en Belgique, on voit que c'est Facebook qui tient toujours le haut du pavé. YouTube aussi est un média extrêmement fréquenté et utilisé. Et puis vous voyez Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc. Mais donc ça vous donne un petit peu des parts de marché, la puissance de ces canaux de communication que vous pourrez utiliser à un moment donné pour vos propres besoins de communication. L'audience belge Facebook, 6,5 millions de Belges sont sur Facebook. Et c'est voilà, à part égale des hommes et des femmes. Et on va voir que les tranches d'âge, c'est assez impressionnant. Voilà, 18-24, mais c'est les 25-34 qui sont en nombre les plus nombreux. Mais contrairement à ce qu'on disait encore il y a quelques années, c'est un média qui s'adresse aujourd'hui, Facebook, c'est un réseau social qui s'adresse à toutes les tranches d'âge, puisqu'on va retrouver des 55-64, des 65+, en nombre encore tout à fait significatif. Ici, c'est des pourcentages, mais en nombre absolu, quand on sait qu'il y a 6,5 millions d'utilisateurs Facebook, ce sont des populations très, très importantes auxquelles vous pourrez avoir accès moyennant un ciblage et un targeting adapté à votre business. Alors, comment on va sur Facebook? Ça, c'est vraiment très impressionnant. C'est 95% des gens y accèdent à travers leur mobile. De moins en moins à travers uniquement un computer. Souvent un usage mixte pour la moitié des gens. C'est tantôt sur un ordinateur, tantôt sur un smartphone. Instagram n'est pas aux 6,5 millions de Facebook, mais quand même à 3,6 millions. Présence un tout petit peu plus féminine, mais surtout une vraie évolution
puisqu'on est à plus 5,9% de trimestre en trimestre. Donc, incontestablement, l'audience d'Instagram est en progression. Je ne l'ai pas fait pour tous les médias sociaux, mais c'est des chiffres que vous retrouvez dans l'étude que j'ai citée. Ce que je voulais encore rajouter, c'est que s'il fut une époque, il y a déjà quelques années, où on pouvait se contenter d'un référencement naturel sur les moteurs de recherche ou d'une présence organique sur les réseaux sociaux en comptant sur la communauté qui aurait relayé vos posts, vos publications. Aujourd'hui, il faut bien réaliser que si on veut de la performance, il faut accepter de passer dans une dimension non plus organique, mais payante. Et donc, sur les réseaux sociaux, c'est acheter des AdWords, sur les moteurs de recherche, qui correspondent bien à la nature de vos activités. Et sur les réseaux sociaux, on sait très bien que la diffusion organique, elle tourne autour de 2 ou 3%. Et si on veut que plus de gens soient atteints par vos messages, il est nécessaire de les sponsoriser. Ce n'est pas toujours des budgets gigantesques selon le type de ciblage que vous avez. Ok, ça c'était une longue introduction sur dire l'univers dans lequel on se trouve aujourd'hui quand on est une PME ou une start-up en Belgique. Et finalement, c'est la question qu'on veut se poser en prenant un petit peu de recul. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui et pourquoi il est important que vous puissiez construire une bonne compréhension de tous les enjeux digitaux et à partir de là, entamer une réflexion sur ce que votre entreprise peut faire en plus ou autrement pour optimiser ce marketing digital. Ça, c'est l'objectif de notre session d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais prendre un petit peu de recul, je vais prendre aussi un peu d'anticipation, je vais essayer de vous montrer des grandes tendances du marketing digital qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui seront encore plus demain, parce que c'est ça les clés de lecture et de compréhension qu'on veut vous donner. Pas pour que vous puissiez nécessairement tout faire tout seul en termes de programmation d'une campagne, de sélection d'une audience. Il y a des outils pour ça, ou il y a des partenaires pour ça. Mais ce que je voudrais, c'est que vous puissiez bien mesurer stratégiquement ce qui est à votre portée, ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le mettre en œuvre. Allons-y. D'abord, on s'inscrit dans cette espèce d'évolution qui s'accélère et qui est incroyable, puisque si on prend la situation d'avant, l'émergence du digital dans un monde analogique, quand une entreprise voulait faire de la communication, voulait faire de la publicité, eh bien, elle devait passer par des médias print ou audiovisuels, mais faire des insertions de ces publicités dans des médias tiers. Est arrivé le digital dans sa première vague qui a permis de s'émanciper et de devenir soi-même capable de produire des supports de communication. Et puis ce monde s'est connecté et donc avec l'apparition d'Internet, possibilité de s'émanciper des frontières physiques et de pouvoir communiquer très largement. Et avec la vague 3, qui est la vague social des réseaux sociaux, l'entreprise devient elle-même émettrice de ses propres messages, elle maîtrise ses canaux de communication, elle peut les partager, les pousser. On va encore beaucoup plus loin avec la phase de l'émergence du mobile, où finalement toutes les restrictions de temps et d'espace sont gommées, et on peut vraiment être dans la poche de vos audiences, de vos prospects, de vos clients. Et la vague qu'on vit aujourd'hui, qui n'est peut-être pas encore tout à fait à maturité en termes de marketing, elle est encore expérimentale, elle est encore artistique, elle est encore dans le champ des expériences, mais ça va être une vague d'une puissance redoutable qui sera la vague du monde virtuel en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas de la fiction. Aujourd'hui déjà, quand vous pouvez vous balader dans des grandes villes, vous avez des interfaces qui vont vous offrir des annonces sur votre smartphone pour vous dire ce que vous trouvez ou localement en réalité augmentée en fonction de l'image que vous filmez. Donc c'est d'une puissance redoutable, vous l'imaginez bien, dans un tissu urbain pour des gens, notamment des gens qui viennent découvrir Bruxelles ou qui se passent dans vos quartiers. Les informations que vous pourrez pousser, que vous pourrez leur notifier sont
d'une précision et d'une puissance tout à fait incroyable, sachant que sur mon smartphone, à la même place que mon voisin, je n'aurai pas nécessairement les mêmes choses sur mon écran parce que ce sera poussé en fonction de mon profil, de mes centres d'intérêt, de mes habitudes de consommation. Ça, c'est la personnalisation. Alors, le digital a changé la manière dont on fait du marketing, mais ces deux exemples sont là pour nous rappeler qu'elle change aussi, que le digital change aussi la manière dont on réfléchit au business model, puisqu'on a deux acteurs ici qui ont véritablement disrupté leur industrie en l'abordant d'une toute nouvelle manière à partir du digital et à partir des données, à tel point qu'on parle aujourd'hui d'ubérisation chaque fois qu'on a un acteur qui vient finalement est disruptif par rapport à une industrie traditionnelle. C'est des exemples très forts, ils ne l'ont pas fait en un claquement de doigts, c'est un travail très long, acharné, c'était les startups aussi, aujourd'hui elles ont conquis une puissance dominante et une puissance assez extraordinaire, elles révèlent aussi certaines fragilités de modèles, parce que je veux dire, elles sont aussi victimes que les industries traditionnelles de la pandémie mondiale. Donc, ça veut dire que rien n'est jamais acquis, mais ce qui est certain, là où on ne fera plus jamais retour en arrière, c'est sur la force et la puissance de la pénétration digitale dans nos échanges et nos communications. Je ne vais pas vous montrer cette petite vidéo, mais vous la recevrez, comme ça je ne dois pas quitter la présentation, vous la recevrez. C'est juste une illustration dans un petit clip américain du fait que dans le marketing traditionnel, on pouvait encore parler de segmentation et de groupes cibles et loger des milliers d'individus moyens dans un groupe cible. Dans le marketing digital, aujourd'hui, en fait, ce petit film raconte l'histoire d'une maman qui vient en roulant comme une chauffarde chercher son enfant à l'école et le copain de l'enfant dit « ta maman, elle a une drôle de manière de conduire ». Et le gamin répond « c'est pas ma maman ». Et la maman répond « si, j'ai la même tranche d'âge, j'ai les mêmes habitudes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Donc je suis une comme ta maman, mais être comme un individu, ce n'est pas être un individu ». Et donc le marketing digital va aujourd'hui distinguer de manière très fine et très précise les comportements et les attentes de vos publics cibles. Ok, juste un tout petit peu de rappel, parce que finalement, on a fait ces mêmes exercices pour comment construire une stratégie de communication. Et ce qui est assez frappant, c'est que construire une stratégie digitale, eh bien, c'est grosso modo passer par les mêmes étapes, puisque de la même manière, on va définir les cibles de clients qu'on veut toucher, on va définir les objectifs de communication et les outils qu'on veut utiliser, et on va partir de l'existant, voir vos médias existants. Est-ce que vous avez une présence sur les médias sociaux, une page Internet, d'autres canaux, et vous allez en faire le diagnostic et l'analyse. Vous allez bien sûr essayer d'optimiser vos médias propres, qui ne vous coûtent rien, analyser comment vous pouvez profiter de la force des médias gagnés, notamment les référencements par des tiers, la présence dans la presse ou sur des blogs, etc. Auditez vos médias payants. Est-ce que vous investissez l'effet à bon escient et est-ce que vous êtes resté dans les bons outils? Et enfin, vous allez finalement, à travers tous ces éléments-là, être en mesure de construire et de planifier une campagne, parce qu'une campagne digitale, elle va se planifier quasi de la même manière qu'une campagne offline. On va dire, on met des affiches, on colle des affiches papier en offline pendant 3 semaines pour cette campagne, sur tel et tel type de support. Eh bien, en digital, on va faire la même chose dans un grand tableau Excel ou un planificateur. On va dire, on veut que nos messages digitaux s'affichent sur tel type de support pendant telle période. Après, le pilotage sera beaucoup plus flexible, mais la planification, elle reste la même. Ok, ici, je reviens à la présentation je dirais, qui prend plus de recul, qui a été travaillé par Alain Heureux et Virtuology Academy. Dans ce module-ci, l'ambition en 1, c'est voilà, d'élever vos connaissances sur les puissances de la transformation digitale. Deuxième chapitre, la trajectoire, le voyage, l'expérience consommateur dans la relation qu'il a avec votre entreprise.
Troisième chapitre, les data, comment on les récolte. 4, comment on les comprend et les exploite. 5, comment, en fonction de ça, on va servir les bons contenus à chaque audience à qui on veut parler. Et 6, comment on peut à tout moment donner des coups de tournevis pour optimaliser et améliorer les performances de vos campagnes. OK, alors, premier gros bloc, Data Driven Transformation. Simplement vous dire que dans la phase qu'on vit de la révolution numérique, les data deviennent tout à fait centrales. On parle d'ailleurs que c'est la nouvelle mine d'or. Et les entreprises qui sont vraiment dans cette démarche d'être customer-centric, on constate qu'elles utilisent énormément les données de leurs clients, de comportement ou sociodémographique, ou d'habitude, ou de panier d'achat, ou que sais-je, pour pouvoir s'adresser à ses clients ou à ceux qui leur ressemblent avec les justes messages au bon moment. Donc, la data est une source d'informations extrêmement précieuse et vous en avez beaucoup plus que ce que vous pensez à votre disposition. Et donc, finalement, l'exploitation des data, c'est créer de la connaissance pour mieux servir vos clients. Et donc, dans le big data, dans l'océan des data, vous allez tenter de mettre votre barrage pour, et de rassembler ces différents flux qui vous intéressent, ces ruisseaux de data ou ces rivières de data, pour construire votre data lake, votre lac de données, celui que vous maîtrisez, que vous rassemblez. Et puis, il y aura un travail de lecture et de compréhension, d'analyse, d'interprétation de ces data qui permettront d'apporter le bon contenu aux bonnes audiences et finalement d'améliorer sans cesse vos campagnes. C'est schématique, mais c'est une réalité et on va le voir avec des exemples. Et vous voyez qu'il y a une flèche qui remonte sur la droite puisque le résultat de vos campagnes les résultats de vos campagnes deviennent eux-mêmes des données que vous allez utiliser. Dans l'exploitation et l'analyse de ces datas, il y a une première chose qui va sauter aux yeux, c'est les corrélations entre certains comportements, certains groupes cibles, certains types d'achats couplés à d'autres types d'achats. Et la corrélation, elle est déjà très intéressante à observer. Mais le conseil stratégique que nous pouvons vous donner, c'est de tenter d'aller plus loin que l'observation d'une corrélation et essayer de remonter au lien de causalité en se demandant, tiens, pourquoi est-ce que tel type de mes clients, tel type de consommateur a ce type de comportement? Ça répond à quel type de ses besoins? Et quand on découvre ce lien de causalité, on peut alors vraiment rentrer dans une adaptation de son offre ou de sa communication à ce qu'était le problème du client. Je prends un petit exemple qui est un peu américain, mais c'est comme ça qu'il est dans la présentation développée par mon collègue Alain. Peu importe, c'est transposable à tout type de business. C'est la réflexion sur le marché du milkshake. Et la première question, et c'est un exemple qu'on donne dans les cours de marketing, mais c'est le vécu de McDonald's aux États-Unis qui a 2-3 ans d'ici, s'est posé la question de dire est-ce que c'est important pour moi, intéressant ou pas en termes de business, de rester ou de pousser mon produit milkshake ou bien est-ce que je dois faire autre chose. Et pour ça, ils se sont simplement penchés de nouveau sur les datas de leurs clients pour observer que parmi leurs clients, il y avait 2 segments de clients qui sont des grands consommateurs de leur milkshake. D'une part, c'était les familles qui, avec les formules Happy Meals, les enfants allaient le mercredi après-midi et le week-end pendant les vacances étaient des consommateurs de milkshake, mais ils ont observé autre chose, c'est qu'il y avait un pic de la commande de milkshake entre 7h du matin et 9h du matin dans le drive, souvent par des gens qui n'achetaient rien d'autre. Et donc, finalement, à partir de cette réflexion qui est jusque-là rien qu'une corrélation, ils sont allés plus loin en essayant d'interroger ce comportement, donc en interrogeant les clients, ils ont obtenu des réponses du type pour nous, avant de faire
la navette, comme on dit en Belgique, hein, avant de commuter, avant d'être 1 heure dans notre voiture pour partir dans notre pavillon en banlieue et rejoindre le centre-ville où on a nos bureaux, où on a des réunions avec nos clients, eh bien, c'est typiquement le petit déjeuner qui tient bien à l'estomac et qui nous distrait pendant le trajet et qui est pratique et facile à emporter, rafraîchissant, etc. Bref, il y a toute une explication sur pourquoi les nafteurs automobilistes sont friands de ce genre de snacks quand ils se mettent en route, alors même qu'il y a une quantité évidemment de compétiteurs sur ce marché-là. Donc c'était important d'avoir cette corrélation derrière laquelle on est allé chercher une causalité, parce que ça a permis à McDonald's de changer son approche. Ils ont simplement fait un drive, une file particulière pour ceux qui veulent juste un milkshake. Ils ont résolu les problèmes de file d'attente. Ils ont changé leur packaging pour qu'il soit plus facile. Bref, ils n'ont pas changé le produit, mais en ayant bien compris la nature de la demande, parce qu'ils l'ont analysé, ils ont amélioré la solution. Et donc, c'est pour ça que le slogan, c'est vendez le problème que vous solutionnez plutôt que le produit. Vraiment, c'est une démarche que je pense que chacun d'entre nous peut se poser dans sa relation avec ses clients. À quel problème répondez-vous fondamentalement? Et quand vous avez la réponse à cette question, mais vous pouvez non seulement améliorer la solution pour vos clients actuels, mais vous savez aussi comment vous pouvez vous adresser à des clients futurs et à des prospects. Alors, ceci est plus austère, mais je veux vous montrer finalement les canaux, les piliers digitaux qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour communiquer digitalement avec vos cibles et vos audiences. Juste un inventaire pour vous dire qu'il y a bien sûr toutes les publicités que vous pouvez faire apparaître sur les écrans. On ne parle plus de votre site web, on parle des écrans des tiers, et c'est les displays, les banners que vous pouvez acheter pour que vos produits, services, votre offre apparaissent là où sont vos cibles. Il y a bien sûr les vidéos, et les vidéos sont en train de monter en puissance en termes de support. Ça va finir par prendre toute la place, mais les vidéos sont un média qui est assez extraordinaire parce qu'il est agréable d'utilisation, facile, et que rien faire, il accroche les yeux, et quand c'est bien fait, on a tous beaucoup de plaisir à regarder une courte ou moyenne vidéo sur un truc qui nous intéresse. Il y a tous les formats dits natives. C'est les formats de publicité que vous voyez apparaître en bas souvent d'un site de presse, par exemple. Et moi, si je vais ce matin sur New York Times ou sur le site du soir, par exemple, parce que je m'intéresse à des sujets d'actualité, eh bien, je vais avoir le même type de native ads qui ne sont pas là parce que c'est le New York Times qui les met pour tous ses lecteurs ou le soir pour tous ses lecteurs, mais qui sont là parce que c'est moi, comme internaute, qui vais sur un site de presse et ça apparaît intégré dans les formes et le ton de courtes épingles ou affichette qui présenterait un article de presse, mais derrière, il y a un contenu qui est bien et bien un contenu publicitaire. Les médias sociaux, on en a parlé, le marketing sur les moteurs de recherche, les influenceurs marketing, canal aussi très très intéressant, puisqu'ils ont leur propre audience, ils peuvent la mettre au service, et parfois c'est très local, hein, il y a des influenceurs bruxellois qui peuvent communiquer sur ce que vous faites, vous donner le goût et l'envie de le découvrir. Et alors tout le marketing d'affiliation. Comment est-ce que ça se passe en fait? On pourrait se demander quand on est une entreprise qui veut communiquer, qui veut annoncer, eh bien en termes de device, vous pourrez être visible tant sur des ordinateurs fixes ou mobiles que sur des smartphones. En termes de méthode d'achat, il y a deux grandes familles de méthodes.
c'est ce qu'on appelle la reservation based, donc c'est de l'achat direct en disant, voilà, moi je suis l'entreprise X et je veux acheter de la présence publicitaire sur le site d'Y. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais il y a autre chose qui est encore beaucoup plus automatisé, flexible et en temps réel, ce sont les enchères, et donc c'est de l'achat en temps réel par les algorithmes, évidemment, et donc les publicités que j'aurais destinées à tel ou tel type d'audience, je ne sais pas à l'avance sur quel type de site elles vont apparaître, mais il y a des plateformes qui vont optimaliser leur impression sur les plateformes qui ont le meilleur rapport qualité-prix par rapport à l'audience, et donc c'est vraiment de l'automatisation marketing. Voilà ce que je voulais vous dire sur les canaux. Les grandes tendances du marketing digital, je vous les cite juste pour que vous les ayez en tête. Le cross-device, c'est-à-dire que de plus en plus, les internautes vont suivre tel ou tel site, tantôt sur leur mobile phone quand ils sont dans le métro, et puis ils continueront à regarder ce podcast ou à voir cette vidéo ou être sur ce site sur leur ordinateur. Et sans doute que le soir, ils seront peut-être dans le divan avec leur tablette. Et donc, voilà, il y a du cross-device pour aller sur les mêmes contenus. C'est une des tendances très fortes. Une tendance qui est une exigence de plus en plus forte, c'est qu'une demande de contenu. Donc, on peut plus se contenter de faire juste une pub ou une réclame. Il faut nourrir sa communication de contenu. L'intelligence social media, c'est vraiment l'idée que, à travers l'observation de ce qui se dit, des conversations qui ont lieu sur les médias sociaux, si vous êtes traiteur à Bruxelles, du côté de Uccle, vous pouvez recevoir de l'information sur la tendance à organiser des barbecues, c'est pas ce week-end parce que c'est pas la période, mais voilà, de l'information très locale en fonction des conversations, à quel moment vous pouvez recevoir de l'information sur le nombre de gens qui, sur un marché local, s'intéressent à acheter un trampoline pour le jardin, par exemple. Et à ce moment-là, si vous êtes un marchand de trampoline, c'est vers ces gens-là que vous pousserez vos communications. De plus en plus de conscience de la performance et de mesure et de pilotage de la performance de vos campagnes digitales, les fusions de data avec des bases, des lakes de data qui viennent de différentes sources qu'on fusionne et qu'on fait finalement converger. Le retargeting, puisque vous allez pouvoir recibler des personnes qui se sont intéressées à tel ou tel de vos produits ou à tel ou tel sujet, et l'utilisation, le passage par des influenceurs pour que le marketing digital vienne aussi de parties tierces qui ont acquis une confiance. Ce sont 7 grandes tendances du marketing digital en 2020. Après, comment ça se passe en termes de mécanique? Et là, c'est là que ça pourrait devenir un peu effrayant. Et je me dis souvent que pour la génération qui nous précède, si mes parents, si je devais expliquer ça à mes parents, je pense qu'ils ne comprendraient rien du tout. Et peut-être que mes enfants comprennent 10 fois mieux que moi cette grande mécanique. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on ne doit pas nécessairement maîtriser chacun de ces rouages pour être capable de faire fonctionner la machine. Mais on voit à gauche que vous avez des datas qui viennent de vos campagnes, vous avez des datas qui viennent de vos propres CRM tout en haut. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler d'une first party data, les datas que vous avez moins récoltées directement de vos clients. Vous avez tout ce qui vient du online et du mobile. Vous avez les datas qui viennent d'une partie seconde partie, c'est-à-dire d'autres gens. Finalement, les second party data, c'est les premières parties data d'un autre, mais que vous avez acheté ou récupéré. Et les third party data, c'est la troisième partie, les data qui viennent d'un certain nombre d'agrégateurs, de plateformes, mais que vous allez pouvoir acquérir, matcher avec vos propres data. Toutes ces data permettent de produire
de la publicité directe, qui va s'adresser de plus en plus précisément possible à une personne, va permettre de planifier, de programmer, d'automatiser une publicité en programmatique, va permettre d'être présent en search quand les gens cherchent. Évidemment, ça dépend fort de votre business. Si vous êtes serrurier dépanneur, ça ne sert à rien de faire du direct advertising parce que c'est pas, vous ne devez pas pousser vos services vers une audience, vous devez être là au moment où on cherchera un serrurier sur Odergem. C'est la seule chose, c'est que la nature du business et le comportement client est tellement différente que vous verrez bien sur quel type d'outils ou de plateforme vous devez être présent. Il y aura bien sûr tout ce qui sera adaptation de vos contenus, de l'expérience utilisateur, et puis ça va vous permettre aussi, toutes ces datas et tous ces moyens vont vous permettre d'analyser et d'avoir une vision de comment votre audience réagit à votre marketing. Je voulais vous montrer ceci parce que c'est un exemple réel qui pour moi est très très parlant. Vous vous souvenez, on avait fait l'autre fois ce grand schéma de la communication entre un émetteur et un récepteur en passant par un message qui est codé par le premier, décodé par le récepteur. Mais dans la communication traditionnelle, c'était du 1 to N finalement, puisque c'était un annonceur, un émetteur de messages qui s'adressait à un grand ensemble de population. Et aujourd'hui, avec le digital, on va voir qu'on peut être toujours en 1 to N, mais on peut aussi être en N to 1 ou en 1 to 1. Je m'explique. Ici, est-ce que c'est une campagne d'une grande marque ou d'un grand bureau d'intérim ou d'un grand groupe? Non. C'est une campagne d'un petit groupe de demandeurs d'emploi qui se sont rencontrés à une formation de Bruxelles Formation, formation marketing digital, et qui se sont dit, mais finalement, nous sommes capables, nous aussi, en tant qu'individus qui voulons être visibles sur le marché de l'emploi, nous sommes capables d'utiliser des médias digitaux pour faire connaître notre proposition de valeur à des employeurs potentiels. Et ces 7 ou 8 personnes ont produit d'abord une campagne qui est esthétiquement très réussie, mais sont allés trouver, je crois, JC Decaux ou Clear Channel, je ne sais plus, mais il y avait une telle sympathie pour la démarche qu'ils ont dealé avec eux pour pouvoir être affichés dans les rues de Bruxelles à proximité des endroits où ils cherchaient du boulot, selon qu'on est graphiste ou jeune avocat. Et donc, les médias, aujourd'hui, les annonceurs en affichage digital ont la faculté d'individualiser la vente de leurs espaces à des micro-annonceurs. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que ça veut dire, au-delà de la sympathie de la démarche et de son originalité, je dis ça parce que ça veut dire que si vous avez un commerce à Etterbeek et que vous voulez être sur les 3 panneaux digitaux autour de votre commerce et affiché en digital comme le ferait une grande marque, mais vous ne serez pas sur 1400 écrans à Bruxelles, mais vous serez peut-être sur 3 écrans autour de vous au moment qui vous intéresse par rapport à votre public. Donc, individualisation des capacités pour les émetteurs d'émettre un message par les canaux digitaux, mais aussi individualisation des cibles, des récepteurs, puisque en quelque sorte, on pourrait arriver presque à avoir un segment d'une personne et on va pouvoir targeter, cibler avec des messages digitaux ce monsieur qui est là, qui lit le journal sur un banc, parce que les datas qu'on a rassemblées sur lui, évidemment, je fais abstraction de tout ce que ça peut poser en termes d'intrusion ou de respect de la vie privée. Et j'imagine que tout ça se fait toujours dans notre éthique, évidemment, en parfait respect du règlement général sur la protection des données. Mais on arrive à cibler les attentes et les besoins et les comportements et les habitudes de cette personne, et c'est peut-être vers elle et pas vers tous les autres autour qu'on va pouvoir pousser notre message de communication au bon moment sur le sujet qui l'intéresse. Donc, vous voyez, ça fait un peu peur dans un sens. Ça dépend évidemment du type de comportement et de l'éthique, mais en termes de puissance de communication, c'est inouï.
Ok, je pensais faire ici une petite pause de 3 minutes. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Je regarde sur mon smartphone. Il est juste 19 heures. Donc, il est 19h02. Je propose qu'on reprenne à 19h05, comme ça, mais comme ça, chacun peut se dégourdir les jambes et prendre un verre d'eau. Ok, à tout de suite, 19h05, on reprend. Merci. Ou si vous voulez, je viens à 8 à bon. Moins quart, ça va? Ok. Ok, on vient à 8h moins quart. C'est gentil. Et est-ce que je peux payer avec carte? Ah, il faut du cash. Ok. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Ah, ça, je suis pas sûr. Voilà. Mais tu n'as pas 80. Voilà. Ok. C'est bon. Ok, je vais repartager mon écran. J'ai pu lire le chat entre-temps. Désolé, mais je n'arrivais pas à l'avoir sous les yeux tout en ayant la présentation. Je vois qu'il y a des questions, notamment sur l'opportunité d'utiliser LinkedIn en ads, LinkedIn Ads, pour promouvoir des posts ou des pubs ou des vidéos ou des images. Et je vois qu'il y a des réponses qui sont tout à fait pertinentes. Ça dépend très, très fort du type de business que vous faites, évidemment, et du type de public. Et si vous êtes plus en B2B vis-à-vis de décideurs, il faut savoir que LinkedIn est quand même relativement cher. En coût par clic, on sera, selon les segments, les cibles, mais on va tourner plus autour de 3-4 euros par clic vers votre site, alors que sur Facebook, selon Facebook, Instagram, vous serez peut-être à 10 fois moins. De nouveau, ça dépend des moments, des populations. Mais donc voilà, LinkedIn peut être très bien si vous vendez des services aux entreprises, mais sans doute pas pour un bien courant de consommation pour des consommateurs. Ok, je repartage mon écran. Je suppose que vous voyez maintenant de nouveau la présentation. J'imagine bien. Ouais. Ok. Alors ici, je passe peut-être, on va prendre un peu de recul par rapport aux outils, mais plutôt en venir au fait que ce soit dans la vie réelle ou que ce soit en ligne, finalement, les clients attendent fondamentalement les mêmes choses. Et la base de cette pyramide, c'est ce que Clayton Christensen a appelé the job to be done. Ils attendent que le job soit fait. Et quand ils s'adressent quand ils achètent un produit ou ils achètent un service, en fait, ils les engagent, entre guillemets, pour faire le job. Et ça, c'est la base minimale. S'il n'y a pas ça, si le job à faire n'est pas fait correctement, donc en répondant aux besoins fonctionnels, eh bien alors il est même inutile d'investir sur une amélioration de l'expérience client. Donc ça paraît évident.
mais si vous allez manger dans un restaurant étoilé, on ne peut pas pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra très bientôt après, que vous êtes accueilli comme un roi et que le décor est magnifique, mais qu'on ne vous apporte pas votre assiette avec votre plat, ben, le job ne sera pas fait et l'expérience, elle ne sera pas... c'est une petite... illustration, mais c'est la base de tout. Après, deuxième étage, on peut s'investir dans l'amélioration de l'expérience client dans sa trajectoire de relation avec votre entreprise et d'achat. Plus encore, on peut intégrer les différents moments de relation, et c'est quand même assez magnifique quand on voit que parfois, on sait quand vous arrivez, moi je prends les exemples d'Apple Store ou d'autres, mais qu'on sait qui vous êtes, ce que vous faites, ce dont vous avez besoin, et que le service du coup est assez personnalisé. Et puis tout en haut de la pyramide, un peu comme on l'a fait mardi, eh bien on voit que on peut créer cet effet waouh et extraordinaire qui fait qu'il y a un vrai attachement et une vraie reconnaissance à la marque que vous proposez. Ok, la proposition qui était faite ici, mais je ne pense pas que vous avez besoin de beaucoup de temps pour y penser, mais l'idée de cet exercice, c'est de vous encourager à réfléchir dans votre challenge à vous d'entreprise, quel est le job to be done, donc ce minimum en dessous duquel vous ne pourrez même pas construire une expérience client ou une personnalisation. Et donc, c'est de réfléchir sur le plan fonctionnel, sur le plan émotionnel, sur le plan social, quel est ce minimum de niveau de produit ou de service que vous devez absolument atteindre dans ce que vous proposez dans la vraie vie, mais dans ce que vous proposez en ligne aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on réfléchit digital en termes de marketing et de communication, mais aussi en termes de distribution, mais finalement, les gens ont les mêmes besoins, les clients, les consommateurs ont les mêmes besoins en ligne que dans la vraie vie, c'est-à-dire de se sentir accueillis, que les choses soient simples, qu'il y ait une commodité, que le temps d'attente ne soit pas insupportable, que les moyens de paiement soient faciles, etc. Et donc, c'est un peu à ça qu'il faut réfléchir quand vous pensez à votre offre en ligne. Justement, le voyage du consommateur, le trajet du consommateur, ça dépend, il dépend tellement du type de business que vous avez et du positionnement, mais chacun dans son métier pourrait se demander et c'est très intéressant de le faire en dessinant. Je vous conseille vraiment de partir d'une feuille blanche et de faire des petits dessins, des petits schémas, vraiment du design thinking, où vous dessinez le client, vous dessinez l'entreprise, vous les reliez par des traits, des axes, des flèches, au moment où il y a des touch points, et puis vous voyez quelle est la réponse. Et dessiner sa trajectoire client, c'est vraiment très, très utile, parce que c'est permet éventuellement d'identifier où il y a des faiblesses, des ruptures, des temps d'attente, des contradictions, etc. La proposition que faisait Alain Heureux, c'est de dire réfléchissez à vous en tant que client à une expérience formidable que vous avez eue dans une relation avec une marque et peut-être dans sa capacité d'être tout à fait omnichannel ou cross-channel, c'est-à-dire que alors que la démarche a commencé en ligne, elle vous a accueilli comme si elle vous connaissait, ou inversement, après avoir fait un achat, est-ce que vous êtes senti soutenu dans les interactions digitales qui ont suivi cet achat? Parce que finalement, si on prend ce parcours client et qu'on le met en parallèle de cette approche classique du marketing qui est de distinguer 4 ou 5 étapes, on l'a vu l'autre jour, hein, d'abord une prise de connaissance, une prise de conscience, c'est l'awareness qu'il faut éveiller dans votre communication, l'awareness par rapport à votre produit ou service, puis la considération et l'intérêt, puis passer à l'achat, puis fidéliser et puis faire de vos clients des ambassadeurs qui diront du bien de votre marque, eh bien, si on trace une ligne et qu'au-dessus de la ligne, on a les expériences positives et en dessous les expériences négatives, on aurait pu faire ce schéma tout à fait différemment, mais tout ça pour dire qu'il suffit parfois qu'il y ait une seule expérience négative, surtout s'il est à la fin de la chaîne, pour
que l'appréciation d'ensemble et le bruit qui sera fait, la rumeur digitale qui sera donnée de cette expérience soit mauvaise, alors même que je constate que tout s'est très très bien passé avant. La communication que vous avez vis-à-vis de cette cible a permis de générer la connaissance. Il vous a retrouvé quand il vous a recherché ou quand il cherchait un produit ou service similaire. La visite en magasin, on voit une petite rupture de courbe qui veut dire que c'est peut-être pas encore tout à fait parfaitement intégré. L'achat se passe très très bien, la réception du produit aussi. Et puis le fait qu'en service après-vente, il y a eu des problèmes liés au produit et peut-être un service après-vente pas à la hauteur, fait que l'expérience au total n'est pas satisfaisante. Et donc le digital est d'une exigence énorme et terrible, mais nous sommes comme ça en tant que clients. Et donc, on doit se dire que nos clients auront le même type d'approche vis-à-vis de nous. Ça demande donc, on travaille beaucoup sur cette expérience client. L'avantage, c'est que le digital permet aussi d'automatiser un certain nombre de réponses et d'attitudes qui vont finalement, sans générer trop de temps de consommation de ressources chez vous, mais permettre que vos clients se sentent vraiment bien pris en charge parce que toute la chaîne aura été pensée avec leur intérêt au centre de votre réflexion. Alain Heureux, mais c'est dommage, ils ont quitté Bruxelles, mais prenez l'exemple de DriveNow en voiture partagée. Je n'ai jamais personnellement utilisé DriveNow, mais il paraît que du moment de la recherche au moment de la réservation, au moment du paiement, au moment du suivi post-utilisation, c'était d'une fluidité et d'une ergonomie et d'un user experience particulièrement agréable. Mais vous avez sans doute, je pense, tous des expériences positives ou négatives Moi, j'ai par exemple l'expérience récente pendant le confinement d'avoir voulu louer un vélo Vilo, donc du réseau Vilo, et donc, je le fais à partir de mon téléphone portable. Je n'ai pas d'abonnement, donc je dois acheter un ticket et j'essaye d'acheter mon ticket à 1,50 € à partir de mon téléphone portable à côté de la borne Vilo et du Vilo que je veux emporter. Et l'interface me dit, vous devez confirmer votre paiement d'1,50 € à l'aide d'une petite digicarte que je n'avais évidemment pas sur moi dans la poche. Et donc, je n'ai pas loué ce Vilo, j'ai pris un jump d'Uber à côté. Voilà, c'est des expériences de clients d'utilisation numérique où on se dit, là, il y a quelque chose qui n'a pas été pensé jusqu'au bout. Et on se dit que la personne qui voulait louer un vélo était derrière son PC à la maison, avec son portefeuille d'un côté et son petit lecteur de cartes de l'autre. Un exemple, et je pense qu'entre-temps, je leur ai communiqué, parce qu'il faut donner du feedback, ils m'ont dit qu'ils en tiendraient compte, je n'ai plus réessayé depuis. Mais je fais différemment, quand je prends un vélo maintenant, je le réserve à la maison avant de me mettre en route. Voilà, pour illustrer cet exemple, et je suis certain que vous en avez tous d'autres, très bons ou moins bons. Les data. Donc, pas de marketing digital sans data, elles sont au centre de tout, et c'est impressionnant. Le changement n'a jamais été aussi vite en matière de data, et il ne sera plus jamais aussi lent. J'ai des chiffres, mais c'est presque effrayant parfois, mais il faut savoir que 90% des datas disponibles aujourd'hui sur Internet ont moins de 2 ans d'ancienneté et que la production de data est exponentielle et que ça ne va pas arrêter puisqu'on pense que des milliards d'objets connectés avec des capteurs et des senseurs vont nourrir d'immenses bases de données de plus en plus riches et vastes et précises sur un grand nombre de choses, mais en ce qui nous concerne, sur les habitudes, les attitudes, les préférences, les présences des consommateurs auxquels on veut s'adresser. Alors ces datas, elles sont là. Si vous n'avez pas le souhait ou la possibilité de les utiliser ou de les capter, ben, il est à craindre que vos compétiteurs le fassent et que vous soyez dans une position un peu plus difficile sur le plan compétitif. Évidemment, de nouveau, ça dépend de votre business. Si je suis le meilleur boulanger de mon village et que mes croissants sont tellement bons que tous les dimanches matins, je sais que les gens viendront uniquement parce qu'ils me connaissent physiquement, eh bien, je peux peut-être me contenter de ça.
mais si je suis dans un business différent, plus urbain, plus complexe, plus abstrait, plus compétitif, peut-être que je ne peux pas me passer du marketing digital. Et voilà, ceci, je voulais illustrer ce qui ne change pas, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Mais quelques exemples sur les évolutions récentes en cours, à l'œuvre, qui transforment fondamentalement notre environnement d'information à travers le digital. D'abord, les technologies évoluent de manière tout à fait révolutionnaire, et notamment les prix des technologies font en sorte qu'elles sont de plus en plus accessibles. Enfin, il y a une courbe très rapide de diminution des prix de technologies qui étaient encore très chères hier, puisque une imprimante 3D coûtait 40 000 $ en 2007, elle coûte 100 $ aujourd'hui. Les robots industriels sont passés de 550 000 $ à 20 000 $ dans un autre exemple. Le coût des smartphones à performance et fonctionnalités équivalentes ont diminué de 50 fois. Et vous avez plein d'autres exemples comme ça. Les drones, par exemple, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, vous avez des drones, si vous en avez besoin dans votre utilisation pour faire des photos aériennes, qui deviennent accessibles à une PME. Donc, évolution radicale de la technologie. Deuxième phénomène et facteur, l'abondance des data, qui est un élément essentiel dans la connaissance que les entreprises peuvent avoir de leur marché. Voilà, c'est les 90% créés en moins de 2 ans. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de la vidéo dans le trafic Internet. Enfin, la full connectivity. 200 milliards d'objets connectés dans les prochaines années. 750 millions d'habitants du globe qui vont rejoindre les marchés, enfin Internet. Et donc, au niveau mondial, c'est évidemment hyper impressionnant. J'espère que ça entraînera surtout du bon, mais en attendant, c'est une évolution de marché dont on doit tenir compte. 3 fondamentaux: évolution technologique radicale, surabondance de data et full connectivity. Ce qui veut dire que quand on est un consommateur, on a des attentes nouvelles et différentes parce qu'on a été éduqué à d'autres choses, on a pris conscience, on a expérimenté de nouvelles possibilités. Quand on est une entreprise du côté de l'offre, on doit aussi savoir que ces développements technologiques, data abundance et connectivity entraînent des attentes de vos clients, et c'est la ligne médiane. Qu'est-ce que vos clients attendent? Sur le plan de la technologie, ils attendent qu'on les aide plus vite. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est cette instantanéité qui veut que quand on commande quelque chose, on le reçoive quasi vite, ou enfin, quasi instantanément, ou qu'on soit informé à tout moment de l'état d'avancement d'une commande, d'une livraison, etc. Et comment on va pouvoir le faire? Parce qu'on n'est jamais que 24 heures sur une journée. Eh bien, ce sera en automatisant un certain nombre de process. L'abondance de data fait que les consommateurs attendent qu'on les connaisse mieux et qu'on leur propose ce qui leur convient et en connaissant ce qu'ils aiment. Et donc, ça suppose que l'entreprise soit orientée, drivée par les data pour répondre à cette attente. Et donc aujourd'hui, les plateformes de vidéo online comme Netflix, c'est plus seulement un grand catalogue où je dois faire mes recherches pour trouver ce qui correspond à mes goûts. Non, il y a cette proposition de choses qui ressemblent à ce que j'ai aimé. C'est un exemple. Mais surtout, le fait qu'on soit partout connecté à tout moment et en tout lieu fait qu'il y a une attente d'être voilà ce wow me everywhere, d'être épaté à tout moment dans la trajectoire client. Alors vous allez me dire, quand on est une petite PME, une start-up, c'est peut-être pas possible immédiatement de penser à être très 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 bon là-dedans, mais parfois c'est des très petites choses. Il y a parfois la possibilité de récolter des data de manière très smooth et très smart à travers vos politiques de carte de fidélité, par exemple. Je prends un exemple, Farm, les magasins BioPharm.
vous propose de vous adresser votre ticket de caisse par email plutôt sous forme numérique plutôt que de l'imprimer. Et quand on est dans le profil d'un client farm, on est sensible à la protection de l'environnement. Et donc, on dit oui, bien sûr. Et donc, on donne son adresse email et puis on reçoit des informations si on les a acceptées, parce qu'ils font ça dans un parfait respect des préférences du client, mais du coup on reçoit des informations et donc vous voyez c'est des choses qui sont apparemment relativement simples. Demandez les adresses email de vos clients, les rassembler, les regrouper par audience et pouvoir adresser à tel moment tel type de message à tel type d'audience ou un autre à un autre type. C'est pas quelque chose qui est hors de portée d'un indépendant ou d'une petite entreprise. Ce qu'il faut éviter, par contre, dans cette démarche que vous allez faire de récolter des données, c'est de les ranger dans des silos chaque fois différents, parce que ça va être, ça va être l'enfer pour vous, deux, il va devenir très très difficile de les interconnecter et donc de les exploiter de manière intelligente. Et donc, il faut que dans la réflexion sur les outils que vous mettez en place, il faut que vous fassiez en sorte que les choses soient interconnectées. Et donc, par exemple, si vous avez un outil CRM, mais souvent, il y a des outils CRM même simples qui se trouvent derrière les outils de facturation ou même de caisse commerciale, eh bien, votre CRM doit pouvoir parler à vos autres bases où vous logez vos data, à la manière dont vous les analysez, à ce qui est votre première partie, first party, donc les données que vous récoltez vous-même, à ce qui vient des expériences offline dans vos magasins ou dans la vraie vie, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à ce qui est enrichi par des bases de données d'une partie tierce et aux réactions sur vos campagnes. Donc, vous voyez, si vous avez la capacité d'interconnecter en automatisant les choses, parce qu'il est exclu que vous passiez vos soirées et vos nuits à faire correspondre des champs dans des tableaux Excel. Non, il y a des outils pour le faire. C'est la mise en place et la réflexion qui comptent. Mais après, vous avez une vraie capacité d'utiliser les data dans votre marketing digital. Et tout ça pour faire quoi? Eh bien, tout ça simplement pour avoir une performance, une cohérence dans vos messages marketing, parce qu'on est là dans une formation sur la communication et le marketing et la relation client. Mais vous allez pouvoir coupler en bas de ce tableau les touchpoints physiques, là où vous rencontrez le client dans la vraie vie, offline, et puis les touchpoints digitaux. Et finalement, dans toutes ces phases du marketing classique, awareness, consideration, achat, service, loyalty ou advocacy, eh bien, prenons le temps de regarder un petit peu. Il y a des touchpoints qu'ils appellent unmanaged, que vous ne pouvez pas vraiment manager, en tout cas, vous n'avez pas la maîtrise de tout. Et il y en a d'autres où vous avez clairement la maîtrise de tout. Mais dans une phase d'awareness, toutes vos relations publiques, vos relations presse vont permettre de faire en sorte qu'on parle de vous, idéalement en médias gagnés. Si c'est votre projet, si vous avez le budget, vous pourrez être présent en radio, en TV, en print et en outdoor. Je vous ai dit que le print et l'outdoor, ça peut être très individualisé, localisé. Il peut y avoir des distributions de toutes boîtes qui sont faites uniquement sur un secteur qui vous intéresse, de l'affichage seulement dans les quartiers qui vous intéressent, etc. C'est plus compliqué en mass média parce que les radios et les TV n'ont pas encore de décrochages régionaux aussi fins que ça. Nous, on y arrivera. Hein. Je pense que très vite, la publicité que je verrai à la mi-temps du match de foot que je regarde ne sera pas la même que celle que mon voisin regardera à la même mi-temps du même match de foot, parce qu'on aura individualisé les contenus qui seront portés vers le média télévisé aussi. Le bouche à oreille, bien sûr, je n'en ai qu'une maîtrise partielle, mais je peux le stimuler. Et puis, on arrive en digital à des publicités online. Les emails, c'est assez intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'email n'est pas mort. Et donc, vous pouvez continuer à utiliser l'outil email avec du MailChimp ou du FlexMail ou que sais-je, si vous avez une bonne base de données, mais il faut savoir que c'est
plus de 30% d'ouverture et on peut améliorer ses performances avec la qualité du titre et la construction de l'email. Donc, ça reste un média qui est tout à fait pertinent. Après, vous aurez de l'affichage digital, vous aurez votre présence sur les outils de recherche, vous aurez une landing page ou votre site web, des médias complémentaires pour faire en sorte qu'on vous cite, on parle de vous et finalement pour faire de l'inbound marketing avec ce qui est publié sur des blogs ou sur les sites des parties tierces. Et puis on continue la présence d'achats en physical touchpoint et donc en magasin. Mais derrière cet achat, il y a la vie du client continue, sa relation continue à travers votre site web, à travers, quand il est en phase d'après-achat d'utilisation du service ou du produit, eh bien, la communication à travers son mobile, à travers de la messagerie instantanée, du chat, à travers du call center virtuel, et puis on continue. À tout moment, vous avez la possibilité de continuer à communiquer avec lui en offline ou online. Et voilà une trajectoire qui passe sans cesse d'un niveau online et d'un niveau offline, mais vous voyez qu'il est essentiel qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas de rupture entre ces deux univers. Comprendre les datas une fois qu'on les a récoltées, ça consiste à finalement se poser la question des motivations, des priorités de vos clients et d'identifier comment vous pouvez les capter, à travers quels indicateurs. Et puis, c'est mon histoire du milkshake de tout à l'heure, hein, se demander derrière ces datas, derrière ces comportements, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle, comme pain, comme barrière qui empêche ou ralentit la conclusion du deal. Vous allez y réfléchir en termes de trajectoire utilisateur, de trajectoire client, et identifier vos propres critères de décision qui vont vous permettre de dire, avec ce que je retire comme enseignement des datas que j'ai analysées, eh bien, je prends des décisions en disant aux clients qui n'ont plus acheté depuis 3 mois, j'envoie tel type de message, à ceux qui sont fréquents, j'envoie un autre type de message, à ceux qui sont récents, un troisième. Donc, c'est là qu'on est dans la personnalisation et bien sûr aussi en fonction de la segmentation que vous aurez faite pour votre business model. Mais on va pouvoir différencier très fort les choses et les adapter à des cibles bien précises. Et c'est là qu'on passe je dirais de segments un petit peu grossier, basé sur des sociodemographics, à des audiences beaucoup plus fines et cohérentes, et les personas, les buyer personas qui les représentent et que je peux analyser en termes de comportement. Oui, je crois que c'est un petit clin d'œil pour dire que voici 2 personnes qui seront logées identiquement dans le même segment, puisqu'ils sont tous les 2 anglais, nés la même année, qu'ils habitent Londres, qu'ils aiment les chiens, qu'ils se sont divorcés, remariés, etc. Mais d'un côté, on a le prince Charles, et de l'autre côté, on a John Michael Osborne, alias Ozzy, chanteur de heavy metal, et surnommé le Prince of Darkness pour ses frasques. Donc, vous voyez que, peut-être que le prince Charles a des frasques aussi, mais je n'en doute pas d'ailleurs. Mais non, mais vous voyez qu'à travers les mêmes indicateurs qui sont simplement sociodémographiques, on pourrait ranger 2 individus absolument différents dans le même segment et donc être relativement maladroit dans le marketing digital qu'on fera vers eux. Puisque les clients, aujourd'hui, de plus en plus, parce que comme on sait que c'est possible, ça crée des réflexes naturels et des attentes, mais vos clients attendent une relation personnalisée de vous vers eux dans vos communications, et dans la réalité, quand on fait des enquêtes ou des études, on constate que, encore une majorité des expériences clients ne sont pas dans cette personnalisation qui est attendue. Prenons le concept qu'on utilise beaucoup pour parler d'emploi, pour parler sociologie, pour parler de marketing, le concept des millennials, donc ceux qui sont nés après le début du siècle. Eh bien, on considère parfois que c'est un groupe
une classe d'âge où tous les individus se ressemblent, ont les mêmes attentes, les mêmes comportements. Et en fait, c'est une erreur, oui, c'est une erreur d'analyse et de lecture et qui est à côté de la plaque parce qu'il n'y a pas de millénial uniforme. Quand on constate que 20% des 21-27 ans sont parents, mais qu'à côté de ça, 44% habitent encore chez leurs propres parents, ben, c'est des expériences de vie tout à fait différentes. C'est encore plus fort entre les 28-34 ans. Donc, quand j'avais dit les millénials nés après, non, je pense que les millénials, le vrai, c'est né dans la dernière décennie du XXe siècle ou après, ou au deuxième millénaire. Et donc, c'est des gens qui vont jusqu'à 34, manifestement. Tout ça pour illustrer le fait que quand on regroupe les gens selon des critères trop larges, on mélange des attentes qui sont différentes. Et donc, connaître les datas pour connaître les clients, c'est permettre de leur apporter le bon contenu, le bon service, la bonne communication, le bon message par les bons canaux en fonction de ce à quoi ils seront réceptifs. Et là, je reviens à des éléments qui sont plus tactiques de communication digitale, puisqu'on a dit en début de parcours qu'il faut avoir un site web, il est bon d'avoir une présence régulière sur les réseaux sociaux, il est bon d'avoir une mise à jour des infos constantes sur Google My Business ou n'importe quel moteur de recherche. Il y a quand même une approche qui distingue 3 types de communication que vous pouvez avoir à différents moments sur toute une année de relation avec vos clients. Et c'est ce modèle Help, Hub et Hero. Help, la plus petite boule verte, c'est la communication que vous aurez en permanence sur vos canaux de communication digitale. Et là, l'objectif, c'est d'être toujours au-dessus du seuil de perception. Si vous êtes en dessous, on ne vous voit pas et vous perdez le fil. Mais quand même d'être en dessous du seuil de saturation ou de lassitude, parce que si on revient tout le temps de manière trop intrusive avec le même message, il y a un moment où vous risquez de provoquer finalement de l'exaspération, voire même l'envie de vous zapper. À côté de ça, les contenus, les vidéos, ce que vous allez publier dans une approche hub, eh bien, régulièrement, vous allez faire des campagnes qui sont un petit peu plus fortes, mais sur des sujets qui sont pointus, qui intéressent, qui renouvellent l'attention. Et donc, il y a une vraie réflexion sur les contenus. Il faut que ce soit chaque fois un nouveau chapitre de l'histoire racontée. Et alors, il y a des moments vraiment de pointe, qui sont des moments hero, où selon votre business, selon votre approche, vous allez faire ces grands moments. Et donc, quand Brussels Beer Project lance une nouvelle bière, eh bien oui, alors ils peuvent se permettre de dire on fait une grosse communication très forte, non pas sur nos services réguliers en help, mais sur waouh, il y a un big moment à communiquer. Et tout ça, ça peut se traduire selon le schéma suivant. Si on imagine horizontalement le temps, verticalement l'activation de vos contenus de communication digitaux, eh bien vous voyez qu'il y a votre ligne constante au-dessus du niveau de flottaison qui est venir en aide à vos clients, prospects, vos audiences, avec les informations nécessaires que vous devez leur communiquer en permanence. Et puis, il y a régulièrement des hubs avec des belles histoires à leur raconter. Et puis, il y a des pics de communication hero. On ne peut pas imaginer d'être tout le temps à ce niveau-là. D'abord, ça vous coûterait une fortune, mais aussi vous seriez à un moment donné excessif par rapport à, je dirais, le temps et l'attention que vos clients peuvent vous accorder en ligne. Ça, c'est évidemment quand vous êtes en outbound marketing, quand vous poussez des messages. En inbound, c'est-à-dire vous diffusez, vous avez des contenus qui sont présents, vous avez un article, un blog, et c'est à travers les recherches qu'on vous trouve. Mais là, vous pouvez être présent de manière constante, sans oublier que les contenus en inbound marketing vieillissent aussi parce que les moteurs de recherche, c'est un des critères, la récence d'un contenu, sa mise à jour. Et donc, il y a des contenus qui vont disparaître dans des couches plus profondes d'Internet. Qu'est-ce que ça permet de faire? Finalement, c'est votre fameux tunnel de conversion de prospects en clients.
La seule chose, c'est que ici, à travers une démarche digitale, elle se fait largement de manière automatisée, et heureusement, parce que sinon vous y passeriez des jours et des nuits, mais en partant de vos personas et de la connaissance que vous avez plus ou moins fine de leurs différents besoins, vous allez pouvoir automatiser à travers les datas les offres structurées que vous ferez pour tel et tel type de besoin en phase d'awareness. Ils découvrent votre existence, ils considèrent, ils ont de l'intérêt, ils achètent et puis ils poursuivent l'expérience d'achat à travers un service, un nouvel achat, de la fidélisation, ou ils deviennent ambassadeurs de votre marque. Et c'est ça qui a été finalement la révolution en passant du traditionnel au digital. C'est qu'avant, si je voulais vendre cette maison comme agence immobilière, je devais poster la même publicité vers tout le marché des téléspectateurs de tel ou tel média. Aujourd'hui, je peux pousser cette même maison uniquement vers les personnes dont je sais qu'ils recherchent tel type de bien dans telle zone, etc. Voilà, mais vous en êtes convaincu, hein, ce qui est vrai pour l'immobilier est vrai pour n'importe lequel de vos produits. Alors vous me direz, il y a quand même un rapport coût de mon produit, marge et coût de le vendre en ligne. Bien sûr, ça doit s'étudier, mais c'est peut-être pas toujours le produit. C'est pas le bocal de jus de pomme de votre verger que vous allez pousser uniquement. Peut-être que vous allez pousser l'histoire de votre petite exploitation fruitière bio, et c'est ça qui va amener au produit. Comment ça se passe en termes techniques, de nouveau, pour éviter que vous deviez sans arrêt piloter vos campagnes, et pour éviter de lasser, de fatiguer vos clients avec les mêmes messages qui apparaissent souvent, et bien tout ça va se programmer. Et en phase d'awareness, on va avoir sur Snapchat, c'est des exemples, hein, Snapchat, Facebook ici, Instagram, YouTube, eh bien les outils, les supports de communication que vous aurez construit, produit, réfléchi avec un témoignage, avec des images de ce que vous faites et de comment vous le faites, eh bien, ils vont être poussés dans des formats différents selon les médias. Et donc, ça ne va pas apparaître de la même manière, bien sûr, dans un fil Facebook que dans une publicité avant une vidéo YouTube, par exemple. En phase considération, ce sera encore tout à fait différent en termes de durée ou de format. On peut aller jusqu'à, comme on s'intéresse, comme on sait que vous vous intéressez au produit, on peut aller jusqu'à vous offrir 1 minute de vidéo sans skip possible, ou 15 secondes avec skip. On va vous mettre dans des... On va vous afficher dans les carousels en vidéo ou en image, et dans la phase d'action, d'achat, etc., où vous êtes dans cette phase d'hésitation, je sais que je veux acheter un vélo électrique, mais je compare encore deux marques, eh bien, je serai à ce moment-là avec un rappel très présent sur les différents médias, sur les différents écrans sur lesquels je me trouve. Et tout ça, heureusement, on ne doit pas le faire uniquement avec ses 10 petits doigts et son écran ou son clavier. Non, il y a des outils. Il en existe tout plein. Mon objectif ici, ce n'est pas de vous dire lequel est le meilleur ou lequel est bien, mais Google Data Studio, par exemple, est un outil qui va vous permettre, ceux qui ont de l'expérience là-dedans me le confirmeront peut-être, va vous permettre de programmer et d'optimiser un certain nombre de ces diffusions du bon message dans le bon support au bon moment vers la bonne cible, et de l'automatiser. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a des outils qui sont liés à vos CRM ou à des plateformes, mais ça va pousser en média une optimalisation de ce qui va apparaître en display ou en vidéo, ou de ce qui va apparaître au moment de faire des recherches, et ça va optimiser aussi en créa. Si la vidéo pour le produit jaune fonctionne mieux que pour le produit rouge, eh bien, c'est la vidéo pour le produit jaune qui va être automatiquement
proposé à tel type de segment parce que les outils ont permis de le mesurer, de le détecter. Et vous, ce que vous allez piloter là-dedans, c'est bien sûr la stratégie, le budget que vous êtes prêt à mettre sur la période. Et donc, je dirais, tous les aspects stratégiques sont bien sûr entre vos mains et sont dans votre réflexion au départ. En cours de campagne, c'est pas comme une campagne traditionnelle où quand on a pris une double page dans un magazine, ben, on la paye et puis on voit ce que ça donne. Non, ici, on est en live, en digital, on va pouvoir sans arrêt améliorer la campagne. Et donc, il existe des tableaux de bord, des data rooms qui permettent à des professionnels ou à vous si vous prenez le temps de vous former, mais de piloter en temps réel le nombre de clics, le nombre de click-through, le nombre d'impressions, d'affichages, leur évolution à travers les jours, à travers les heures, pour différentes campagnes, pour différents produits. Et ça, vous l'avez de manière graphique, en temps réel sous les yeux, et vous pouvez à chaque moment savoir que pour une campagne sur les accessoires, je suis à 0,48 $ de coût par clic en moyenne, et que j'ai un coût d'autant par conversion. Voilà, c'est des exemples qui vous permettent de dire, si j'ai un budget de 10 000 € pour mes campagnes marketing de l'année 2021, que je les ai bien préparées, et je sais que je les lance en mars, parce que j'ai un produit qui a du sens par rapport à la saison printemps, eh bien, je pourrais mesurer comment je dépense mes 10 000 € sur mars, avril, mai, si c'est le temps de ma campagne, et comment ça s'investit, à quel moment, et qu'est-ce que ça me coûte pour avoir une conversion. Évidemment, c'est un travail sérieux de mise en place de tous les paramètres de mesure, mais après, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement précieux pour l'entrepreneur, qui lui permet de décider si un investissement complémentaire est rentable ou s'il doit freiner ou transformer sa campagne. C'est d'autant plus vrai que tous les touch points vont devenir digitaux. Et c'est l'exemple que je vous donnais, mais le outdoor, l'affichage, de plus en plus, les faces sont digitales. La radio est digitale, la télé sera digitale et personnalisable. Le mailing direct, oui, même les insertions, comme les médias deviennent digitaux, ben, ce qu'on avait comme insertion dans un journal, dans un magazine, mais aussi on bascule vers un univers digital et on voit que finalement il y a une espèce de convergence de tous les médias. Et ce tableau part de 2014, hein, donc c'est pas il y a 10 ans, quoi. Et s'il y avait encore de la place pour des médias non digitaux, on voit qu'il y en a de moins en moins, et on voit que dans les prévisions 2021, mais à un horizon 2025, la programmation automatique, parce que c'est ça la programmatique, c'est la programmation automatique de vos communications, marketing sur des médias et des supports nombreux, différents, crossover, eh bien, va quasi devenir la règle générale dans le paysage média. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est, je crois, mon avant-dernier slide. Ça veut dire une chose, c'est que face à ce changement, cette révolution de la communication digitale, vous allez, vous, comme entrepreneur, devoir faire le focus sur la simplification et la collaboration. Donc, vous ne pouvez pas ne pas utiliser vos données, vous ne pouvez pas ne pas être présent, avoir une existence et une visibilité digitale, mais vous devez vous simplifier la vie et programmer, automatiser un certain nombre de choses. Et donc, trouver la bonne audience à partir de vos segments cibles, mais après, il faut voir comment ces segments se vérifient sur un espace digital et fabriquer les audiences, trouver les bons arguments au bon moment à leur avancée, attribuer à chaque segment ou à chaque canal des rôles et automatiser. Ça va être la clé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils, des plateformes qui vont simplifier ce travail, le rendre plus accessible, le rendre moins coûteux,
peut-être que, ça dépend fort de votre expérience et de votre profil de compétences. Il y a des choses que vous pourrez faire vous-même, d'autres choses, vous allez devoir sans doute les confier à un tiers, mais pas nécessairement avec des budgets qui sont inaccessibles. En synthèse, quels sont les takeaways qu'on espère vous avoir apporté dans cette formation? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ceci? Eh bien, être guidé par les data, c'est la nouvelle conduite. Ça vous oblige à bien définir votre stratégie et c'est très important, toujours revenir à ces stratégies parce que les temps vont changer, les médias vont changer, les supports vont changer, mais garder en tête la stratégie que vous avez et la valider et réfléchir en termes de causalité et pas de corrélation, on l'a bien expliqué. À partir de ça, intégrer la trajectoire consommateur-client dans sa relation avec vous, avec votre produit, avec votre service, dans sa partie de trajectoire physique ou de relation digitale. Et donc, adopter les messages au bon moment. Il n'y a rien de plus enrageant après que vous ayez fait l'achat d'un aspirateur et qu'on continue à vous à vous le pousser. Par contre, il est très intéressant si 6 mois après, parce qu'on sait que votre provision de sacs d'aspirateurs est sans doute écoulée, eh bien, on vous indique qu'il y a une promotion sur les sacs adaptés à votre aspirateur de telle marque. Exemple, mais c'est vraiment adapter les messages en automatisant en fonction de la réalité de l'expérience client. Abattre les silos pour que vos data puissent communiquer et puissent être interconnectés. Et ça suppose quand même une réflexion aussi sur comment j'appelle mes champs, comment j'identifie mes clients. Et j'ai quand même besoin d'identifiants uniques et je mesure les choses de la même manière. Et puis, mettez en place vos méthodes pour mesurer ces datas et les utiliser pour construire vos campagnes de communication. Avec ceci, je termine la présentation, ce qui me permet de l'arrêter et d'enfin avoir le temps de vous rencontrer, de vous revoir, et puis de peut-être lire le chat où certains ont dû nous quitter, c'est normal évidemment. Mais voilà, il est 19h50, moi je ne suis pas pressé, mais je voudrais vraiment vous permettre de poser des questions ou d'apporter des contributions. Est-ce que ceci a soulevé chez vous des questions pratiques, techniques ou stratégiques? Qui veut prendre la parole? Ou alors, est-ce que c'est moi qui vous demande, est-ce que quelque part, ce monde-là vous effraie un peu et vous dites, oh là là, dans quel univers on vit aujourd'hui et comment, moi qui ai ma start-up ou comment je vais pouvoir, je dirais, nager dans cet océan-là? C'est quoi votre sentiment? Ouais, je peux un peu communiquer là-dessus. En fait, moi, je trouve ça extrêmement frustrant, en fait, le marketing digital. Parce que Oui. je suis dedans déjà depuis un petit moment. Je suis bien encadré. Donc, j'ai un gars qui s'y connaît très bien. On s'est lancé dans l'inbound aussi, avec du contenu. On a utilisé beaucoup d'outils. En fait, c'est des gros investissements, mine de rien. Surtout si on veut utiliser des outils, des automatisations. Enfin, il y a pas mal de choses, même si ça se démocratise, bien sûr, mais c'est quand même très, très cher. Et en fait, on se rend compte qu'il faut trouver la recette parce que c'est tellement subtil. Il y a tellement de détails qui font que cette campagne va fonctionner, celle ne va pas fonctionner, le contenu va être bien, pas bien. Et que même quand on fait appel à des sociétés externes, en fait, elles promettent beaucoup de choses. Et puis, derrière, elles peuvent peut-être dire, OK, on peut s'engager sur le nombre de vues, sur le nombre de… Mais après, nous, ce qui nous intéresse, au final, c'est le retour sur investissement. C'est combien on va avoir. Et là, c'est complètement aléatoire, quoi. Et alors, bien sûr, je ne désespère pas parce que je pense que c'est le futur, hein. Il faut absolument être dedans. Ça serait un peu, un peu fou de ne pas aller investiguer ce secteur-là, mais je trouve ça extrêmement compliqué.
et que il y a tellement de choses à mettre en place et donc je sais pas, moi j'attends pas de réponse, hein. C'est plus un sentiment que j'exprime et que après je suis convaincu si on trouve la bonne recette, après bon ça cartonne, mais pour trouver la recette, j'ai l'impression que c'est quand même ultra compliqué, qu'il faut beaucoup investir pour pouvoir avoir la chance de tenter des choses, de voir comment ça fonctionne. Et puis après, une fois qu'il y a la recette, bien sûr, après on peut y aller, hein, les investissements. Mais avant d'arriver à cette phase-là, je trouve ça extrêmement compliqué, surtout lorsqu'on est une PME ou qu'on est indépendant et qu'on n'a pas forcément toutes les compétences. Et puis même en ayant un expert, chaque secteur est différent, chaque société, enfin, c'est vraiment c'est un vrai combat, quoi. Donc voilà, c'est juste exprimer un peu mon. Alors je sais pas si vous avez une réponse à ça, mais c'était plus exprimer un sentiment. La réponse est peut-être au groupe que j'ai envie de la demander. Est-ce que vous avez, parce que je pense, Nicolas, que tu es déjà dans un niveau de maturité digitale et de business aussi, puisque tu recrutes des codeurs, etc., qui, pour les industries, où tu es déjà peut-être un peu plus en avance, mais est-ce que certains ont une expérience, je dirais, à une dimension plus locale ou moins complexe du marketing digital? Est-ce que vous utilisez Facebook, par exemple, pour votre marketing digital aujourd'hui? Moi, je veux bien dire quelque chose, mais je ne sais pas si on entend bien. On ne t'entend pas très bien, Laurence, non? Bon, ça passe pas bien. Je vais me déplacer. Là, c'est mieux? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon, oui, moi aussi, je trouve que c'est un peu frustrant parce qu'on a beau avoir un super site internet, on va dire qu'il est super, on a une super page Facebook, on alimente régulièrement. Bon, on n'a pas encore Instagram, tout ça, mais je sais pas. En fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, là, je vois que LinkedIn, je vais vraiment m'y mettre. J'ai une page perso, mais il faudrait en avoir une peut-être pour l'entreprise, quoi. Mais j'ai l'impression que finalement, les gens qu'on atteint, bon, sur notre page Facebook, on a quand même plus de 10 000 abonnés. Bon, peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça. Mais c'est que les gens déjà sensibilisés qui sont là. Enfin, comment atteindre d'autres personnes qui ne connaissent pas, en fait. Et Oui, pour les affiches, là, à un moment, il y avait un slide qui disait sur les gens qui ont collé des affiches, c'est ça. Enfin, moi, j'ai essayé de faire ça aussi, mais il n'y a aucun magasin qui m'a permis de le faire, en fait. Moi, j'ai passé une journée à essayer de coller des affiches, de demander si on pouvait les mettre sur une vitrine, et personne n'accepte. Donc ça, c'est dur aussi. Ça, c'est pas digital, mais bon. Comment capter les gens s'ils viennent pas déjà d'eux-mêmes? Bon, pour nous, c'est en cliquant aquaponie, voilà, ils sont déjà sensibilisés, mais pour ceux qui connaissent pas, comment les amener, en fait. ouais, super intéressant. Bon, sur les médias sociaux, ça, j'en ai peut-être pas assez parlé. Ce qu'on sait, c'est que l'organique est mort, en ce sens qu'un post Facebook ou Instagram et même LinkedIn que vous n'appuyez pas avec un budget, il aura une audience de 2 ou 3%. Et donc, Ah ouais. il n'y a rien à faire. Il faut mettre un budget. Ça ne veut pas dire que la forme du message doit devenir publicitaire. Et d'ailleurs, les gens aujourd'hui sont habitués à ça. Et même si c'est sponsorisé, c'est marqué au-dessus. Mais ce n'est pas un blocage. Mais si on veut, parce que simplement, ils sont forcément intelligents chez Facebook et ailleurs, sous prétexte de n'adresser que des contenus qui intéressent la personne, ils ont fortement bridé le partage organique. Et donc, si ton poste qui propose découvrir l'aquaponie et venez visiter telle date un événement, si tu ne mets pas un petit budget qui ne doit pas nécessairement être très cher, hein, pour 100 €, tu vas vraisemblablement, si tu as bien défini ton audience, tu vas pouvoir toucher. Et on peut, sur Facebook, aujourd'hui, faire du micro-targeting. Donc, à Ouais. 1 mile près de l'endroit où tu es, et donc sur un cercle d'1 mile, 5,6 km, tu vas pouvoir appuyer ton message. Idem en mobile, hein, les gens qui passent devant chez toi, tu peux. Mais il faut mettre des petits budgets en payant. On l'a déjà fait souvent, bon, mais c'était plutôt 15-20 €, en fait.
Ok. Il faut faire plus que ça. Peut-être qu'il y a un seuil critique. Oui, ça dépend un peu. Il faut presque faire les essais. Bon, l'avantage, c'est qu'on choisit soi-même ce qu'on met. Et quand c'est consommé, c'est consommé. Il n'y a pas de surprise financière. Mais, donc, ça, je crois que c'est une grande vérité. C'est que aujourd'hui, on parlait, quelqu'un m'interrogeait sur les outils gratuits. Il en reste. Hein. Fondamentalement, les réseaux sociaux sont gratuits quand on reste à un niveau freemium. Et Google, fondamentalement, c'est gratuit en termes de moteur de recherche ou en termes de Google Maps ou en termes de... alors, il faut le faire parce que c'est con de passer à côté, mais il y a un stade où il faut quand même investir un peu d'argent dans l'achat, ou alors faire des choses qui sont tout à fait différentes, donc qui ne sont pas above the line, mais qui sont below the line. Et below the line, c'est des actions de communication qui ne nécessitent pas d'achat média. Et donc, là, c'est plutôt de l'événementiel, des relations publiques, mais c'est aussi du temps, c'est aussi de l'investissement. Dans la période actuelle, ce n'est pas évident. Donc, voilà, oui, ça reste un Est-ce challenge. que pour Facebook, enfin, moi j'avais entendu que quand on paye, enfin, plus on le fait et plus Facebook il sait qu'on paye, donc il va diminuer encore plus pour nous forcer à payer encore plus, à diminuer plus l'audience. Et c'est vrai ça ou... Je, 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 je n'ai pas la preuve du contraire, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas par bonté d'âme, mais ils ne sont pas à ce point machiavéliques parce que je crois que ça tuerait leur business aussi. Ils le sont quand même, parce Ouais. que sur les premiers payants que l'on fait, on voit que c'est boosté en fait. L'activité est boostée. Ouais. En fait, ils font en sorte que les premiers fonctionnent très très bien. Voilà, c'est ça, Après, j'ai remarqué ça. et donc derrière, il y a quand même, des résultats qui sont moindres. Les premiers sont beaucoup plus intéressants que Ouais. les suivants. Ouais, Ok. c'est ce qui s'est passé. Ok, mais bon, face à une puissance pareille, on a peu d'influence. Mais c'est vraiment une bonne question de se dire, est-ce que d'autres réseaux sociaux offrent encore du vrai partage et de la gratuité? Je trouve qu'il faut presque essayer aussi. Hein. Et puis ça dépend, je disais, pour tout le monde artisanal ou qui produit des choses belles à voir, Pinterest et Instagram sont vraiment des bons outils. Il faut vraiment adapter le réseau social à l'activité et à l'audience. Je regarde s'il y a des questions qui... Oui, quelqu'un qui me demande si on peut recevoir les slides. Oui, je les enverrai sans doute demain, volontiers. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, une petite question ici. Oui. En B2B, est-ce que le marketing digital est aussi important? Parce que quand on va, par exemple, sur LinkedIn, ben déjà, choper l'attention des bonnes personnes est extrêmement compliqué. Cette attention aussi est extrêmement volatile. Et soit on passe en payant, et là, à ce moment-là, il faut générer beaucoup de contenu, il faut prendre beaucoup de temps pour travailler à ce niveau-là. Soit on reste en organique, et là, à ce moment, il y a très peu de chances on touche plus que son deuxième ou son troisième siècle. Oui, oui. Donc, OK. Merci Richard pour la question. Qu'est-ce que tu fais comme... c'est quoi ton business? c'est un outil de digitalisation, la digitalisation des activités au sein des organisations. OK. Mais là, effectivement, il faut toucher les bonnes personnes dans l'organisation et c'est extrêmement compliqué. Donc, on a essayé une petite campagne d'awareness via LinkedIn et aussi un peu via Facebook. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu plus de succès via Facebook. Sauf qu'on sait très bien que sur Facebook, on n'a pas les décideurs. Oui, ou tu les as sur une autre casquette, en fait. Tu les as quand ils sont chez eux sur leur canapé, mais il est peut-être acheteur ou IT manager. Mais peut-être que j'ai envie de demander à Nicolas de répondre. Est-ce que, Nicolas, tu as déjà, toi qui t'adresses aussi à du B2B, est-ce que tu as utilisé LinkedIn en tant que plateforme pour des posts sponsorisés?
On a utilisé LinkedIn. Mais en fait, nous, on a deux approches parce qu'on a la partie client et la partie candidat, c'est une plateforme de mise en connexion. C'est un peu le Tinder du recrutement pour les développeurs IT. Donc, on est obligé d'attirer aussi bien des clients que des candidats. Donc, le Facebook, même au niveau professionnel, ça marche pas trop mal, mais ça dépend des business en fait, hein. Donc, il y a pas mal de critères qui peuvent rentrer en compte. Sur LinkedIn, c'est vrai que nous, surtout dans le milieu du recrutement, c'est un outil qui est très utilisé. Donc, pour nous, c'est très efficace. Mais c'est vrai qu'avec LinkedIn, au niveau professionnel, si on veut cibler au niveau corporate certains types de profils, localisation, responsabilité, taille de société, même chiffre d'affaires, il y a moyen de vraiment bien cibler et de pouvoir cibler des types de positions. Hein. Pour nous, c'est plutôt les HR, les développeurs IT. Donc, on peut vraiment segmenter au niveau professionnel, ce qui est plutôt bien fait. Alors, on peut le faire aussi sur Facebook, parce qu'il y a moyen sur Facebook de remettre à jour ses compétences professionnelles. Et donc, on peut aussi cibler via Facebook pour le professionnel. Et c'est vrai que LinkedIn, pour nous, marche plutôt pas mal. Après, comme c'est dit, c'est quand même assez cher. Et donc, il faut que ce soit très qualitatif parce que je pense qu'on touche moins, mais on touche mieux normalement sur LinkedIn. Ok. Une bonne, un Et bon ça, c'est une expérience personnelle. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de vérité, hein. Donc, la vérité de l'un n'est pas la même que l'autre. Là, moi, je partage une expérience, mais après, chacun doit effectivement la vivre. On peut payer pour un mois ou c'est un abonnement à long terme? Euh, oui, il y a la question de monter un profil premium. Éventuellement, ça, Oui, c'est ça. on peut l'arrêter dès qu'on veut. Mais à payer une campagne, tu n'as pas besoin d'être premium pour. Ah, d'accord. Non, 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 tu publies et tu sponsorises ta publication avec un calcul d'audience, comme Nicolas vient de le dire, avec une sélection de la cible. Oui, mais il y a moyen. Je prends, j'en sais rien, un exemple d'une. Pardon. Non, une start-up, une PME qui serait dans la production alimentaire et qui voudrait viser les responsables de restaurants collectifs dans un environnement ou sur la région bruxelloise, je pense qu'ils arriveraient à les cibler relativement de manière pointue dans LinkedIn. Maintenant, ma question, c'est est-ce que quand les gens sont sur LinkedIn, ils sont là aussi pour leur propre personal branding et pas nécessairement, donc ils sont là pour qu'on les trouve, mais pas nécessairement pour être réceptif à des messages de type commerciaux. Donc, il y a aussi l'attitude de la personne par rapport à l'outil. C'est pour ça que Facebook, malgré tout, il paraît que 30% des communications sponsorisées sur Facebook s'adressent en fait à du B2B. Parce que simplement l'attitude du récepteur est plus. Oui, on passe plus de temps à scroller sur un écran Facebook entre des news, des nouvelles des amis et puis de temps en temps un message sponsorisé. Je crois que c'est un peu l'essai-erreur qui peut aussi guider votre campagne. La question, c'est de voir si vous avez tous les outils pour le faire seul ou si vous bénéficiez au point de départ de l'aide d'un coach ou d'un expert ou si vous faites appel à une agence sur le côté. Mais il ne faut pas que ça multiplie vos coûts de manière démesurée non plus. C'est une balance investissement, retour sur investissement qu'il faut pouvoir calculer. Ok, il est 20h05, donc je propose qu'on puisse tous passer à table. Merci pour ce moment partagé, c'était 2 fois 2 heures sympa. Et la phase personnalisation, elle vient maintenant après, puisque on va vous envoyer par email une proposition. Ce sera un truc très simple, on va faire un petit Google Form où on va vous demander les sujets qui vous intéressent, la période où ça pourrait pouvoir se faire, ou les slots horaires qui vous conviennent bien. Et à l'aide des informations que vous nous donnerez, on pourra partager notre petit budget entre tous les candidats et revenir vers vous en vous proposant une petite trajectoire d'accompagnement et de coaching qui, j'espère, je crains fort qu'elle ne puisse pas se faire en présentiel, mais on le fera en one-to-one sur Zoom ou sur Teams ou sur n'importe quel outil. Et puis, au plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie bientôt et bon succès pour tous vos projets.
Merci. 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 Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.